Ça ne marche pas. Voilà, c'est bon. Bonsoir. Merci d'être venu malgré le beau temps qui donne apparemment envie à tout le monde d'être sur les terrasses ou de rester dans les parcs. On reçoit ce soir Sacha Herbel et Gabriel Kalinowski. Ça commence bien, en plus, c'est un de nos auteurs. Au moins, on s'en souviendra. On va voir si Michael Fenris, qui était prévu pour ce soir, réussit à arriver. Ce sera la surprise. Alors, on va commencer par Sacha, qui va un peu nous parler de toi. Fonctionnaire de police. Absolument. Tu peux prendre le micro. Je peux prendre le micro. Bonsoir. Bonsoir. J'y vais donc. Vas-y. J'y vais. Oui, donc moi c'est Sacha Herbel. C'est très déroutant parce que je ne vous vois pas en fait. Mais, C'est très bien. Ah d'accord. Parce que la foule fait peur. Je m'appelle Sacha Herbel, je suis fonctionnaire de police au service de la protection. C'est un service spécialisé de la police nationale. Voilà, ça va faire bientôt 30 ans que je suis policier, ça fait bientôt 20 ans que je fais de la protection rapprochée. Et quand je ne travaille pas, j'écris. Je suis aussi diplômée, j'ai un diplôme universitaire de criminologie appliquée à l'expertise mentale puisque je suis passionnée par l'étude du comportement des tueurs en série depuis des années. Et donc depuis 2016, je suis diplômée et je me suis bien amusée à faire ça. J'ai écrit j'en ai écrit 4, mais j'en ai 3 qui sont publiés, 3 thrillers. L'emprise d'essence, L'ombre de Nola et Eugène Terre de Feu, Les larmes du Wendigo. Un petit 4e qui arrive en septembre. Voilà. Et on parle un petit peu plus de la criminologie. Alors exactement, qu'est-ce qu'on étudie parce que c'est étudier la mentalité des tueurs, en fait. Alors, il y a plusieurs diplômes de criminologie, mais celui que j'ai fait, en fait, c'est la croisée des chemins, en fait entre le droit, la médecine légale, tout ce qui est l'expertise, la psychiatrie criminelle, le comportement, la psychopathologie des criminels en série ou d'autres criminels en général. Et donc, ça m'a vraiment passionnée. Ça me permet moi-même de créer et de m'amuser à créer mes tueurs en série. Donc, quand je parle psychopathie, du coup, là, je sais ce que c'est vraiment que la psychopathie. Et donc, je peux faire mes sauces à moi. Voilà. Pour les rendre terribles, les tueurs des romans. Nous, on a lu d'abord L'emprise d'essence. Oui. Donc pour résumer, Thalia, elle s'envole pour des vacances à la Nouvelle-Orléans. Dès son arrivée à l'aéroport, je vais y arriver, je ne sais pas. Il n'y a pas que ton famille que je n'arrive pas à prononcer. Dès son arrivée à l'aéroport, il se passe un phénomène qu'elle ne comprend pas. Elle voit une apparition. Forcément, pour une apparition. Et dès le lendemain matin, parce que c'est les vacances, elle se retrouve mêlée à un crime qui est exécuté selon un rituel bien précis. Exactement, oui, on est entre crime en série et rituel vaudou. Donc du coup, elle voit en fait, et je spoile pas quand je dis ça, je vous rassure, en fait elle voit des meurtres se commettre à l'instant T par les yeux du tueur. Pourquoi ? Comment ? C'est ça la question. Et pour l'aider, elle va rencontrer une prêtresse vaudou. Exactement, elle va rencontrer Azaya, une prêtresse vaudou, elle va rencontrer un médecin légiste, et puis donc un policier de la Nouvelle-Orléans, et ensemble ils vont essayer de dépatouiller tout ça et de voir pourquoi elle a ces visions, pourquoi elle a ces cauchemars, et quel est son lien. Voilà, elle n'a jamais mis un pied à la Nouvelle-Orléans, c'est la première fois. Donc mystère. Contrairement à toi, tu es allée 2 fois, tu m'as dit, à la Nouvelle-Orléans. Ouais, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois. Alors la première fois, c'était même avant d'avoir même l'idée d'écrire un polar. Et voilà, des vacances comme ça. Et puis la deuxième fois, c'était pendant l'écriture de L'ombre de Nola. Parce que j'avais encore des choses à voir. Et j'ai eu ce luxe, cette chance-là de pouvoir retourner pendant l'écriture. Et j'ai découvert un autre personnage qui était en lien avec... Marie Laveau, la reine vaudou qui a vraiment existé dans les années 1830, dont je parle déjà dans L'emprise d'essence.
et dont, on plonge un petit peu plus loin dans la vie de Marie Laveau, dans l'ombre de Nola. Pour la partie vaudou, c'était beaucoup de recherches ou tu es même allé à la Nouvelle-Orléans visiter, assister peut-être? Non, assister, non, j'ai fait mes propres recherches. Vous devriez venir voir ma cave. D'accord, on va être gentil pour pas être victime du vaudou. Non, mais oui, j'ai lu pas mal d'articles, pas mal de choses. Je me suis même fait un tatouage vaudou. Qui représente quoi pour le vaudou? En fait, on appelle ça un VV. Donc c'est un symbole vaudou qui est celui de Papa Legba, qui Papa Legba est on va dire pour faire le parallèle, le Saint-Pierre dans le catholicisme. En fait, il a les clés entre le royaume des morts et le royaume des vivants. Voilà. D'accord. On va s'arrêter là. Avec Eugène Terre de Feu, Les larmes de Vendigo, on passe dans un tout autre univers. Enfin, on se retrouve toujours aux États-Unis. Oui. Où Eugène Terre de Feu, qui a un rêve un petit peu spécial, il va être pompiste à l'ancienne. En fait, Eugène, il était pompiste à Paris. Et alors, pourquoi pompiste? En fait, c'est en rapport avec moi, en fait, parce que quand j'étais petite, en fait, quand on me demandait ce que je voulais faire comme métier, je voulais mettre de l'essence dans les voitures et nettoyer le parc. Voilà. Je suis devenue policière, voilà. Et donc voilà, je suis partie dans ce délire-là. Et en fait, c'est vrai que Eugène, presque, pour moi, c'est un ovni un peu ce bouquin-là. Parce que j'ai laissé vraiment, enfin les autres aussi, on laisse parler notre imaginaire, mais là Eugène, je suis partie loin. Et donc voilà, il arrive à Plymouth, donc côte est des États-Unis, là où sont arrivés les premiers pèlerins en 1620 avec le Mayflower. Et donc, comme il veut commencer une nouvelle vie, j'ai trouvé que cette ville-là, j'ai eu la chance aussi de la voir, cette ville. J'ai trouvé que c'était un bon endroit pour lui aussi, pour commencer sa nouvelle vie. Mais bon, malheureusement... Une nouvelle vie de libraire, quand même, ça devrait être assez calme. Alors oui, c'est vrai, oui, mais non. Mais comme dans ta cave, dans la cave de cette librairie, il y a des ouvrages un petit peu spéciaux. Exactement. Qui ont tendance à tomber tout seuls. C'est ça. Donc on est toujours un peu dans l'esprit de la magie. Il y a un petit côté comme ça. Dans le livre, il y a beaucoup d'autres personnages, beaucoup d'autres policiers, la femme du FBI. Oui, on a une agent du FBI qui fait une enquête, on ne sait pas trop sur quoi d'ailleurs, elle cache un peu des choses, elle fait une enquête un petit peu en off, mais on ne sait pas trop sur quoi. On ne sait pas trop sur quoi ça porte, enfin on le sait après bien sûr, mais oui, et puis lui, il est passionné de romans noirs, il est curieux de nature, il est un peu fantasque, hein, il s'habille un peu à la sauce british, mais avec des carreaux, des choses très voyantes. Et il a une énorme moto, une Goldwing, qu'il appelle ma chérie et qui dit bonjour tous les matins. Voilà. Et on ne révélera rien sur l'autre personnage, mais il rencontre une jeune fille qui s'appelle Poison. Qui est aussi très spéciale et qui va l'aider. Tout en voulant être aidée. Exactement, elle va un peu le saouler finalement, hein. Elle va quand même appuyer des fois là où ça fait mal, mais voilà, elle va l'aider et elle veut en retour être aidée par lui. Et on n'a pas très envie de la rencontrer ou d'avoir Poison avec nous. Le Eugène Terre de Feu, c'était la première personne? Ouais. C'est plus simple à écrire ou c'est... Non, c'est pas plus simple, c'est que j'avais vraiment envie de lui donner un vocabulaire, j'avais vraiment envie de lui donner corps par le jeu. Et c'est vrai que j'aime bien de temps en temps écrire au jeu parce que je trouve que on est plus dans l'immédiat en fait, on est plus dans... Enfin voilà, c'est... Dans le présent, dans le direct. Hein. Ouais, c'est ça, j'aime bien. Ça m'a plu de le faire parler comme ça, et même d'ailleurs quand je fais des dédicaces, des fois c'est lui qui fait des dédicaces. C'est vrai. Carrément. Ouais. Parce que Gabriel, tu vois, la super transition, toi aussi ton livre, il y a des parties écrites à la première personne, enfin on oscille un peu entre les différents points de vue. Alors parle-nous de toi, Gabriel. Qui es-tu, d'où viens-tu, que faisais-tu avant d'écrire un roman? Alors donc je suis Gabriel Kalisinski, donc j'ai écrit Dieu ne veut pas.
Je viens pas très très loin, je viens d'ici les Moulineaux, voilà. Donc, je suis venu en vélo, ça va, c'est pas très très loin, ça va. Et Ma question était... voilà, c'était ma question, merci. Merci d'être venu. il fait beau, donc c'était relativement agréable pour venir. Et moi là-bas, je suis réalisateur-monteur, donc je monte de la publicité, voilà, pour la télé, et je réalise aussi à côté donc, des petits courts-métrages que j'autoproduis. Et Alors, je t'interromps juste une seconde pour que Jean-Didier puisse préparer ton œuvre. Et comment Ton œuvre visuelle. Vas-y, continue, désolé. Voilà, vous pouvez voir un petit peu ce que je peux faire aussi avec mes petits doigts. Sur ordinateur, je sais pas, il veut passer maintenant ou... Non, mais il prépare. Ah, il prépare, c'est pour ça. Bon, j'ai encore un peu de temps. Donc voilà, je réalise, donc je monte et puis j'écris. Voilà. Je fais aussi un peu la vaisselle. Sur les Toi aussi, tu voyages aux États-Unis. J'ai voyagé pas mal de fois aux États-Unis, effectivement, qui n'a rien à voir avec mon roman, mais Ça se maintenant passe bien en France. Dieu ne m'aime pas. Comment Dieu ne m'aime pas se passe bien en France. Dieu ne m'aime pas se passe bien en France et je me suis pas mal, même beaucoup inspiré de là où j'habite, en fait, voilà, de mon quotidien, de mon environnement, des gens que j'ai rencontrés. Même la salle de boxe ressemble beaucoup à là où je m'entraîne, là où je fais de la boxe anglaise. Donc c'est tous les personnages que j'ai pu rencontrer, tous les vrais gens que j'ai pu rencontrer, sur lesquels à chaque fois je me suis un peu inspiré, même de ma vie aussi un petit peu, voilà, il y a un peu de ma vie dans ce livre. Voilà. Donc on va parler un petit peu plus juste après la vidéo. Je ne vois pas Jean-Didier, donc je ne sais pas si ça... On croit que la bande-annonce c'est mieux peut-être que le livre. Oh mais non. Bon, parution le 25 mars. Si tu avec plaisir. C'est la parution hier. Exactement, voilà, et je remercie encore les souffles littéraires pour tout ça. Quoi. Donc, voilà. Et donc c'était la bande-annonce, le petit teaser de Dieu ne m'aime pas, et toutes les images que vous avez pu voir sont donc des images de mes courts-métrages que j'ai réalisés. Et j'ai voulu faire un petit mix pour donner un peu l'ambiance du livre. Le livre qui parle de Michel, Oui. qui a un nom de famille. Des bras du ski. Merci. C'est un boxeur professionnel. Exactement. Sa femme et son fils sont morts dans un accident de voiture. Tout à fait. Et nous, on se retrouve, pour commencer mon livre, 10 ans plus tard, Tout à fait. où Michel a abandonné sa carrière de boxeur pour différentes raisons, mais il tient une salle de boxe dans un quartier. Ouais. Et il aime la musique classique. Il est fan de musique classique comme l'auteur ou... J'aime beaucoup la musique classique. Après, moi, j'écoute beaucoup de styles différents. Mais c'est vrai que même en écrivant, parce que lorsque j'écris, j'écoute beaucoup de musique. C'est-à-dire que je mets sur 10 heures, je mets un flow et puis en fait, je mets plein de morceaux. Donc, ça peut passer de la musique classique à de la country, à du rock, à du metal, à du hip-hop, tout ça. Donc, et à chaque fois, ça m'inspire un petit peu des moments des moments de ma vie, des moments où je particulières. Et c'est vrai que Michel, je voulais qu'il soit un petit peu à l'opposé, c'est-à-dire que de faire un sport violent, pour certains, la boxe anglaise, et en même temps aimer la musique classique qui pour lui permet de pouvoir voyager, de pouvoir s'évader un petit peu de ce monde un peu brut et un peu hors du commun qui ne comprend plus trop en fait. Voilà. Et il entraîne Djibril, Ouais. qui est un futur jeune champion, en tout cas qui a le potentiel, C'est ça. mais qui lui aussi doit faire face à ses propres démons pendant le roman. Ouais, tout à fait. On laissera les lecteurs le découvrir. Et en fait, le tournant, c'est le 14 juillet 2018, lorsque Raphaël, on peut dire qui il est, je ne veux pas dévoiler trop... Je pense pas, non. Non, tu peux. Tu peux. Qui est en fait celui qui a causé l'accident de voiture. C'est ça. Il finit par sortir de prison et il va chercher à retrouver Michel pour se faire pardonner. Il cherche sa propre rédemption. C'est ça. Et donc on va suivre ces trois personnages, Michel, Djibril, Raphaël, qui tous cherchent une sorte de pardon, qui tous essaient de surmonter leur douleur. Exactement. Et on verra s'ils arrivent ensemble ou s'ils n'y arrivent pas. À pardonner ou pas, effectivement. Pourquoi l'envie d'écrire ce premier roman, puisque tu es dans le monde du court-métrage, tu es plus dans le monde de l'image, quand est-ce que ça t'a pris ?
Déjà étant petit, j'ai des souvenirs en fait où en classe je m'amusais un petit peu déjà à lire et puis surtout à écrire des petites nouvelles comme ça. Voilà, je m'amusais un petit peu à écrire. J'ai toujours aimé écrire, notamment par les scénarios. Et puis il y a peut-être 4-5 ans en arrière, c'est vrai que ça faisait longtemps que ça trottait dans ma tête, je voulais écrire un roman, voilà, savoir si j'étais capable d'écrire un roman. C'était plutôt au départ un challenge. Et puis j'avais un long métrage que j'avais écrit qui s'appelait Dieu ne m'aime pas. Que j'avais essayé de développer il y a très longtemps. Et puis, ça faisait des années qui étaient dans ma tête. Et je me dis, c'est quand même dommage de le laisser en scénario et de ne pas le voir vivre. Et je me suis dit, bon, vas-y, on va partir de cette histoire-là. Et puis, je vais broder un petit peu autour. Enfin, tout ce que j'avais dans la tête, toutes les images que j'avais dans la tête du scénario, je l'ai mis sur le livre, en fait. Ouais, tout ce que j'avais en tête, les ambiances, l'atmosphère, les personnages, tout ça. Je me suis dit, bon, bah, je vais mettre sur le roman et je vais voir un petit peu au fur et à mesure. Moi, c'est vraiment fait un peu. J'ai commencé à écrire le premier chapitre et puis après, ça s'est été un peu au fur et à mesure. Voilà. Et Sacha, le premier roman, c'était à quelle occasion? Quand est-ce que l'envie est née? Alors, l'envie, elle est née il y a 10 ans. Un peu plus que 10 ans, mais je n'osais pas trop le dire en fait. Je me sentais un peu bête de me dire, de même oser avouer que j'avais envie d'écrire en fait. Parce que moi, j'ai rien écrit avant ça. Avant l'emprise d'essence, j'ai rien écrit du tout, à part mes rédactions à l'école. Voilà. Mais l'envie est venue parce que je lisais beaucoup de thrillers et voilà, et je m'intéressais déjà aux tueurs en série et je lisais pas mal d'études sur les tueurs en série, tout ça. Et puis un jour, j'ai dit à mon mari, j'aimerais bien quand même avoir l'imagination pour écrire un thriller. Et puis il m'a répondu, bah fais-le. Bah oui, tout simplement. Bah oui. Voilà. Et ça a été juste l'impulsion. Le lendemain, j'ai pris un cahier et un crayon et j'ai commencé à écrire à décrire des personnages. J'ai commencé à faire un peu un fil rouge. Et c'est pareil que toi, Gabriel. Je voulais voir si j'étais capable. C'était aussi un test pour moi, voir si j'étais capable d'écrire un roman du début à la fin, de faire des nœuds, de défaire les nœuds, de créer mon tueur, tout ça. Et voilà, je me suis amusée, je pensais que c'était une lubie, que ça me durerait 15 jours, mais non, en fait, voilà. Bien réussi et bien continué. Ah du coup, le virus m'a pris et je m'a pu lâcher. Qu'est-ce qui est le plus difficile ou le plus amusant à écrire dans un C'est polar? C'est le plus amusant? Alors, dans un sens, oui, dans le sens... Enfin, pardon pour la répétition. En fait, moi, j'y vais les deux pieds dedans. C'est-à-dire que j'y vais, je plonge dedans, dans l'atmosphère et tout, et j'aime bien... J'essaye d'aller chercher loin un peu ce qu'ils peuvent éventuellement ressentir. Et je peux vous dire qu'en faisant en faisant mon début de criminologie, en fait, on ne saura jamais ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils me fascinent autant. Mais ouais, j'aime bien y aller à fond, mais par contre, je ressors tout aussi vite. Ah d'accord. Ah oui. Coupure directe une fois que c'est écrit. Ah oui. Pas traumatisé par les scènes. Ouais, non, ça va, non. Mais ouais, j'aime bien faire ça et j'aime bien écrire des dialogues aussi. Voilà. Donc pas de partie difficile. Tout coule de source. Ah si, il y a toujours des parties un peu plus difficiles. Et après, des fois, c'est vrai que sur mon dernier, il y a eu des fois où je me disais, tiens, là, ce que j'écris, c'est en train de m'ennuyer. Donc j'ai tout enlevé. Je dis, si moi je m'ennuie à l'écrire, Oui. le lecteur va s'ennuyer à le lire. Donc ça, c'est hors de question. Donc j'ai tout viré et j'ai recommencé. Et là, voilà, quand je prends du plaisir, de toute façon, je pense que ça passe par là. Si on prend du plaisir à écrire, on espère, en tout cas, que le lecteur prendra du plaisir à le lire. Voilà. Gabriel, toi, t'as mis longtemps pour l'écrire? Même pas ou... C'est venu en fulgurance? Je pense un petit peu comme Sacha, c'est-à-dire que vu que je l'ai fait un petit peu entre du travail et puis mes moments de repos, donc en fait la première version, je pense que j'ai pas mis très longtemps en fait, à écrire la première version, parce que j'avais le début, le milieu et la fin. Ce qui a été plus dur, c'est une fois que j'avais écrit la première version, de le relire et de me dire, un peu comme toi Sacha, ça c'est pas bien, ça faut faire, ça veut rien dire, rechercher, vu que mon plus, lorsque j'écris, à chaque fois je reprends et je le lis à voix haute, pour voir si ça sonne ou pas. Voilà. Ça, je parle beaucoup de musique, tout ça, et ça dans la musique.
Voilà, c'est le rythme, et dès que je me dis, tiens, là, ça coule pas de source, ça veut rien dire, enfin, il n'y a pas de rythme, je sens pas le truc, bah, je reprenais. Donc, c'était ça peut-être le plus dur. Donc, au final, je pense que j'ai dû mettre 1 an, je pense, un truc comme ça, je pense, du début, du moment où j'ai fait. Voilà, après, il y a eu. Je crois que j'ai dû faire 15 versions, je crois, un truc comme ça. Ouais. D'accord. Mais en sachant que j'avais déjà effectivement la trame, ce qui m'a un peu, je pense, aidé pour un premier, à me dire, moi, je savais à peu près où j'allais. Après, ce qui était assez dur pour moi, c'était aussi que. Vu que je ne viens pas du tout du milieu de la littérature, enfin, moi j'ai arrêté l'école jeune, j'ai même pas le bac, donc c'était de revenir un petit peu en arrière, me dire alors attends, comment on écrit déjà un livre, déjà, quelles sont les bases, les règles, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit réellement de faire, donc il a fallu aussi effectivement, j'étais voir des blogs, me dire bah non en fait ça, c'est Comment ça, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire Non mais par exemple, même je me suis aperçu, par exemple, je l'ai écrit à la 3e personne, mais c'est vrai que par moment il y a aussi un peu de 1re personne, il y a des flashbacks, des choses comme ça, et des fois j'étais un peu perdu, mais moi en me disant, mais en fait, comment je peux amener le flashback, est-ce qu'il faut que je le fasse au passé, est-ce qu'il faut que je. Enfin, oui, d'accord, ouais. Les temps, voilà, tout ça, même sur les dialogues, il y a plein de choses où je me dis, est-ce que j'ai droit, et surtout, d'un petit point, c'est que par moment je trouvais un peu trop trash. C'est-à-dire que par moment, je me suis dit, est-ce que je dois me brider ou pas? Est-ce que je dois aller plus loin? Est-ce que je dois me censurer pour pas justement choquer un lecteur? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as pris un... Non, ça va. Non, je me suis dit, j'ai laissé en fait mon langage. En fait, je l'ai écrit un peu comme je parle. J'espère pas trop parler. J'ai vraiment écrit, mais c'est en fait, comme je dis, j'ai plutôt en fait, je l'ai écrit avec mes tripes. Ce qui veut dire que j'ai vraiment en fait, je vais pas dire le mot trop violent, mais j'ai un peu dégueulé ce que j'avais au fond de moi-même. Et je me suis dit, voilà, je vais l'écrire comme je le sens, et c'est pas grave. Donc il y a un peu de grossièreté, mais à chaque fois je me dis, bon, c'est pas gratuit. Voilà, si le personnage pense ça, si je l'écris comme ça, c'est. Oui, parce que c'est un milieu violent quand même, donc on peut se permettre. On peut se permettre, voilà. Mais c'est vrai que je me suis posé la question, parce que même par rapport à mon fils qui a 8 ans, il aimerait le lire, et il me dit, papa, est-ce que je peux lire? Ouais, il ne lit pas de roman, mais et chaque fois je dis non, pour l'instant tu peux pas le lire, mais je pose toujours la question de se dire, bon, à quel âge il peut, à quel âge, enfin, qu'est-ce qui choque, qu'est-ce qui choque pas le lecteur en fait, voilà. C'est un peu comme la musique, c'est un peu comme la peinture ou le cinéma, voilà, c'est se dire, est-ce que Orange Mécanique, est-ce que ça choque, est-ce que ça choque pas, voilà, c'est effectivement, voilà. Mais j'ai toujours essayé que ça soit jamais gratuit, voilà, en tout cas. Tu disais oui quand il disait parfois je voulais me censurer, parfois je voulais pas aller trop loin. Alors oui, parce que... Effectivement. Alors ça, je l'explique. Ça m'arrive de faire des petites conférences de criminologie, donc on en parle, j'en parle de ça, du fait que certaines affaires, des fois je peux m'inspirer d'une affaire passée. Et en fait, il y a des choses, on se dit, si on écrit ça, le lecteur va dire, non mais t'as craqué quoi, c'est trop. C'est trop, donc il y a des fois, me concernant en tout cas, j'édulcore certaines choses pour que ça reste. Ah ben oui, non, mais parce que la réalité dépasse largement la fiction dans les histoires de tueurs en série. Je veux dire, voilà, il y a des trucs, c'est plutôt inconcevable. Donc si je mets ça dans mon bouquin, il va falloir que je l'explique par contre. Si après j'ai une symbolique derrière ça, et que je peux l'expliquer par A plus B, ok, mais je ne veux pas mettre du son pour du son, c'est pas gratuit non plus, c'est comme l'argot. Je mets beaucoup d'argot aussi, moi, je veux dire. Même ma première éditrice m'avait dit, pour le 2e bouquin, elle m'a dit, alors dans ton premier, il y avait tant de merde, là il y en a un peu plus, il faudrait que tu réduises un peu le... Okay. Mais, voilà. Mais effectivement, du coup, c'est soit je trouve une symbolique vraiment qui colle à l'histoire et qui va avec, soit, bah oui, je retiens un petit peu... Oui, c'est pas la peine d'être terrible, juste... Non, pour moi, ça n'a pas de sens. Juste pour traumatiser le lecteur. Voilà, exactement. Comme on est entre nous, des conseils à donner pour Gabriel qui commence? Quelles questions on va nous poser le plus souvent? Comment on se comporte en dédicace? Oh bah, déjà, quand les premières dédicaces, en fait, j'étais... En fait, quand j'allais, moi, en salon, mais en tant que lectrice, des fois, je voyais certains auteurs que je me disais, moi, il parle pas, il est hyper comme ça dans sa bulle. Et en fait, j'ai compris après, en étant de l'autre côté de la table, c'est qu'en fait, on est comme ça. On a peur. On a peur.
le lecteur qui vient et qui va acheter le livre, il va mettre de l'argent dedans, et donc on a qu'une seule envie, c'est que ça lui plaise en fait. Et donc c'est comme ça, on est un peu dans nos petits souliers au départ à se dire bon ok, il a acheté, ok. Donc voilà. Non mais enfin, j'ai pas un conseil, j'en sais rien. Éclate-toi. Moi j'adore les salons. Moi, pour moi c'est un cadeau de Noël chaque salon que je fais. J'adore échanger avec les lecteurs. Les lecteurs, ils aiment beaucoup aussi échanger avec les auteurs. Ils aiment, enfin voilà, des fois ça va pas être forcément ce qu'ils lisent d'habitude, mais le fait d'échanger avec eux, ça donne une autre dimension. Et puis plus personnel avec le livre. Oui, j'ai même une lectrice un jour, elle lit pas du tout le thriller, mais du tout. Et donc on a discuté, on a échangé, je lui ai parlé criminologie, je dis oui, je comprends, et tout. Finalement elle est partie, puis elle est revenue, elle me dit je vais essayer quand même. Voilà. Mais non, mais c'est bien, de toute façon je vais l'acheter, je vais te lire. Tu m'as donné. C'est l'auteur qui est content. Voilà, non mais voilà, c'est dans un conseil, non, enfin fais-toi plaisir, quoi, c'est tout. Après le reste, j'ai envie de dire. C'est un très bon conseil. Donc Sacha, on sait que le prochain sera en septembre. Ouais. Gabriel, c'est un peu tôt pour te demander le suivant, hein, parce que Dieu ne même pas est sorti hier. Donc, Eh ben, il y a la faut suite. peut-être se calmer. Non, mais je fais comme les Rambo, tu vois, je fais Rambo 1, Rambo 2, et puis après... Michel 2. Michel 2, voilà. Le retour du retour. Non, parce que non, je suis en train d'attaquer un deuxième roman, voilà, qui est pas du tout la suite, hein, je rassure, je pense qu'il n'y aura pas de suite. Mais oui, je suis en train d'attaquer un deuxième roman. Alors je ne dis pas plus, parce que c'est une nouvelle page, donc du coup c'est encore notre travail. Donc, mais c'est top, hein, mais moi je prends tous les conseils, de toute façon je suis un jeune padawan, comme je dis, donc je prends. En plus, je pense qu'il y a autant d'auteurs qu'il y a de méthodes. Enfin, voilà, je veux dire, c'est pas. Et puis après, il y a l'éditeur qui nous relie derrière, qui permet aussi de pouvoir retravailler certains passages, parce que nous, des fois, on est tellement dedans qu'en fait, on ne voit pas certaines incohérences, et notamment quand c'est du thriller ou du polar, il faut que ça soit... Il faut que ça soit carré du début à la fin. Carrément, quoi. Hein, le puzzle, il faut qu'il soit bien fait, quoi. Donc, moi, j'aime vraiment avoir ce travail après avec l'éditeur, où il me dit, bon, bah là, ce passage-là, il va falloir retravailler parce que ça manque de ci, ça manque de ça, ou c'est trop ci, ou trop ça. Et voilà, et après, une fois qu'il sort, moi, j'arrive toujours pas en fait à réaliser, je me dis, c'est moi qui l'ai fait. T'as aimé recevoir la version papier de ton propre livre? Oui, je les ai reçus tout à l'heure. Tout à l'heure parce que j'étais parti au ski, c'est pour ça. Ah bah voilà, c'est en plus ça. Donc, je suis revenu tout à l'heure. Et le jour de la sortie, t'es même pas là. Donc j'ai vu, oui. Ouais, c'est. Comme je dis à chaque fois, oui, comme tu dis, pour moi, c'est une fierté en fait. Voilà, c'est une fierté de voir, un petit peu par rapport à tout à l'heure, comme j'ai raconté sur le scénario. Aussi, pourquoi j'ai écrit ce livre-là, c'est aussi ce que je trouve formidable dans un livre, c'est qu'on est tout seul, forcément, enfin, on est tout seul, en tout cas au départ à l'écrire, mais surtout, c'est à l'inverse d'un scénario qui est un document de travail à la base, pour les producteurs ou les réalisateurs ou pour les comédiens. C'est vrai qu'un livre, une fois qu'il est fini, on peut le passer à n'importe qui. C'est-à-dire que quelqu'un dit tiens, t'as écrit un livre, je veux le lire. Hop. Alors qu'un court-métrage, un long-métrage, tout ça, c'est un peu plus dur parce que on est une équipe derrière, on peut être encore un court-métrage, on peut être 10 comme 150 personnes, et ça demande une vraie inertie, c'est un paquebot qui avance, c'est assez compliqué. Alors qu'un livre, je dis pas que c'est pas compliqué, mais une fois qu'il est fait, qu'il soit bien ou pas bien, il est fait. Voilà. Et c'est comme une œuvre, donc c'est comme une sculpture, comme un tableau, et en fait on peut dire, voilà, regardez mon œuvre, mon travail, si ça vous intéresse, vous pouvez le lire. Voilà. Et c'est ça, je trouve, serait une fierté énorme, et moi j'ai toujours retenu en dessin, etc. Je suis très fier de pouvoir dire, j'ai quelque chose entre les mains, et encore plus, version papier, qui pour moi reste quelque chose de formidable en fait, en tant que lecteur. Voilà, je trouve ça super. Voilà. Et voilà. Merci. Alors, j'ai pas vu, Michael n'est pas arrivé. Non. On ne voit rien donc. Non, il n'est pas là. D'accord, très bien. Il n'est pas là. On va éclairer un peu le public parce que si les gens ont des questions,
ouais, s'ils n'ont pas. Alors, parmi les 240 personnes présentes, on rigole pas, c'est filmé, on fait semblant que Raspail est plein. Est-ce que vous avez des questions? Non, je ne savais pas que tu écoutais de la country, en fait. Que j'ai écouté la country? Ouais. Oui, j'écoute un petit peu de country. Ça dépend. En fait, comme tu sais, je mets des trucs en flow, c'est ce que je dis. Et des fois, je vais tomber sur un truc et puis ça va m'inspirer effectivement une petite scène différente voilà, sur l'écriture. Donc, faut écouter de tout. Mais notamment la musique classique. C'est vrai qu'il y a un passage à un moment donné où il écoute Mozart, la flûte enchantée. Et c'est vrai que pour l'écrire, je mets en boucle la flûte enchantée. Pour m'inspirer, pour me mettre dans le personnage, me dire voilà, tac, pourquoi, qu'est-ce que ça peut lui procurer en fait comme émotion. J'imagine que Sacha, qui travaille en prison à la police, tout ce que tu as pu voir, forcément, c'est inspirant. Quoi, donc, Pas forcément. Alors, oui et non, parce que j'ai pas fait de PJ, j'ai fait du commissariat, j'ai fait de la brigade anticriminalité, et puis la protection rapprochée n'a rien à voir avec ce que j'écris. Peut-être un jour je ferai un personnage qui sera peut-être garde du corps, je sais pas. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas encore l'angle pour attaquer ça. Mais je parlais de quoi déjà? Oui, c'est ça. Merci. Non, c'est pas forcément ça moi qui. Enfin, oui, un peu dans le jargon, un peu de. Effectivement, aussi, il peut y avoir quand même des choses qui m'inspirent dans mon métier, mais ça va être par petites touches, comme ça. Juste. Parce que la protection rapprochée, il va y avoir quand même de quoi écrire, non? Oui, mais j'ai pas encore trouvé le bon angle, parce qu'on peut pas faire une enquête à un garde du corps, quoi. C'est pas son boulot. Donc il faut que j'arrive à trouver un angle intéressant. Parce qu'en fait, c'est ça, je veux dire, dans un bouquin, honnêtement, tous les thèmes ont déjà été abordés. Je veux dire, l'amour, la vengeance, la haine, tout a été abordé. Maintenant, c'est l'angle qu'on va prendre pour aborder un sujet qui va être peut-être un peu... Enfin, on va essayer de trouver, tenter une originalité. Mais là, sur le garde du corps, j'ai pas trouvé encore. Peut-être parce que je suis dedans, je sais rien. Il faut peut-être un peu de recul. Ouais. Peut-être. Ah, vous êtes bien sage. J'avais une question à vous poser. Est-ce que vous passez directement sur l'ordi, mais est-ce que vous avez encore besoin de la feuille et du crayon? Alors oui, j'ai toujours besoin de la feuille et du crayon. Alors notamment pour faire mes recherches. J'ai toujours mon cahier, mon crayon. Et d'ailleurs, j'ai dans mon sac toujours mon cahier avec certaines recherches que, si je le perds, la personne qui va le trouver va vraiment se demander qui est cette personne déviante qui a écrit, qui a fait des recherches sur la pendaison. Voilà. Ouais, j'aime bien faire mes recherches avec un cahier et un crayon parce que ça me reste mieux en tête. Je retiens mieux ce que j'écris comme ça au crayon. En revanche, pour la rédaction, je me mets directement sur ordi et après je relis. Et à mi-chemin, je me fais une sortie papier, je relis tout comme ça, je corrige au fur et à mesure. Et puis voilà, moi je fais directement sur ordi. Moi, je sais pas ce que c'est un stylo ou un papier, donc non, je pense que je dois être la génération. Non, je disais, moi je fais tout et c'est dramatique. Hein, je fais tout sur ordinateur, c'est-à-dire que même mes notes, effectivement, je les fais sur mon iPhone, bloc-notes, je mets mes notes dessus. Et c'est un drame. C'est un drame pour moi parce que c'est vrai, hein, je m'aperçois que Word c'est génial parce qu'il y a la correction automatique. À chaque fois. Si, non, mais c'est une autre façon de faire. Hein, ça. Moi, ce que tu parlais de la dédicace, typiquement, je me dis qu'est-ce que je vais mettre comme dédicace sans faire de faute d'autographe. C'est surtout ça. Il faut l'imprimer en direct. Donc, comme ça, moi je me dis sur Word, je la fais, et puis hop, je l'imprime. Moi, je suis sûr que. Voilà. Donc, non. Bah ouais, mais moi j'ai. C'est bon. Mais non, j'aimerais, même quand je vois. Quand je peux revenir un peu sur la musique, mais. Parce que vous parlez de la coterie, mais moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est aussi les personnages, en fait. C'est-à-dire que c'est la musique classique, Mozart, c'est aussi Mozart, c'est le personnage, c'est ce qui m'inspire aussi, c'est sa vie. La musique coterie, pareil, j'écoute un artiste, et toute sa vie, il est mort drogué, alcoolique, etc. Mais sa musique est magnifique, et c'est vrai que, je sais plus pourquoi j'ai dit ça, sur l'écriture, sur l'écriture sur l'ordinateur. Sur l'écriture sur l'ordinateur, je sais plus pourquoi je suis là-dessus. Et
bah, c'est pas grave, voilà. Donc, non, il faut que j'arrive à écrire un peu plus sur des feuilles. Ah oui. Donc, je disais, voilà, lorsque je dis sur des auteurs voilà, qui, à l'époque, écrivaient sur des machines à écrire des pages et des pages et des pages et des pages, je suis admiratif. Je me dis, mais comment ils pouvaient, et surtout en écrivant rapidement, enfin vite, je me dis, mais comment ils pouvaient faire à l'époque pour écrire 800 pages sur une machine à écrire avec très peu de corrections, etc. Enfin, je trouve ça hallucinant. Oui, quand il y a l'envie d'écrire, je pense que... Comment? Quand il y a l'envie d'écrire, peu importe que ce soit à la plume ou à la machine à mais écrire. après, ils arrivent à faire quand même des chefs. Enfin, je suis vraiment admiratif. Je me dis, mais je pense que moi, personnellement, s'il n'y avait pas l'ordinateur, je pense que j'aurais été incapable d'écrire sur une machine à écrire. Enfin, ou alors il m'aurait fallu 4 fois plus de temps. J'aurais pas eu connaissance de l'ordinateur. Non, mais après, c'est vrai qu'après, c'est un autre cursus. C'est vrai qu'après, voilà, à l'époque, bon, il y avait. Voilà, on a fait du chemin entre écrire à la main, l'imprimer à l'ancienne, et puis aujourd'hui, c'est l'impression à la demande. Et puis je pense les papyrus à l'époque, comment ils avaient les papyrus avec un marteau, etc. Voilà, donc non, j'aimerais, mais bon, c'est un peu comme le montage. Voilà, je fais un peu le coquin, mais c'est vrai que le montage, voilà, moi je fais aussi du montage vidéo, et c'est vrai que sur ordinateur, à l'époque, les films, on les montait en pellicule, on coupait, on mettait du scotch, etc., on les diffusait. Là, c'est vrai que lorsque je monte, par exemple, cette bande-annonce-là, je peux tout réimbriquer comme je veux et voir tout ce qui marche, tout ce qui ne fonctionne pas. Et c'est vrai que sur l'ordinateur, l'avantage, c'est que pour reprendre un blog, se dire ah, comment ça passe pas bien, si ça passe bien, non, attends, je vais mettre ça de côté, faire des copies-coller. Et c'est vrai que ça a aussi une certaine liberté qui permet peut-être d'aller encore plus loin vraiment dans la création, je trouve. Oui, et surtout pouvoir essayer, et puis même si ça ne colle pas, ben, on revient en arrière. Exactement. Pas comme, puis faire des copies de chapitres, et puis après de se dire en fait, attends, j'ai oublié ça, mais ah oui, c'est bien, je vais faire un copier-coller. Ouais. Donc c'est vrai que les technologies font aussi avancer pas mal de choses, et je trouve ça bien, mais c'est vrai qu'il faut que je me remette à écrire sur des pages blanches. Parce que tout le manuscrit n'est pas écrit à la main sur papier. Ah non. Enfin, ce sont les idées, les plans. Juste les recherches vraiment, et ça me permet de... Déjà, dès que je fais des recherches, en général, ça me permet de me redonner des idées si des fois je bloque sur quelque chose, sur une partie du livre, sur une partie d'une scène, ou je sais pas. Je refais des recherches, et là, ça fait... Et là, j'ai un truc qui se débloque, je sais pas. Ah, bah oui, j'avais pas pensé à ça, super, hop. Voilà. Excusez-moi, est-ce que vous élaborez un plan avant, tous les deux, ou est-ce que c'est l'imagination qui fonctionne? Alors les trois, je les ai pas écrits pareil en fait. Je fais pas vraiment de plan. Je fais un synopsis par contre. J'écris un peu l'histoire que j'ai en tête en fil rouge comme ça. Mais par exemple l'emprise d'essence, je l'ai écrit dans le sens où il est. Enfin, c'est-à-dire que 1, 2, 3, ok. L'ombre de Nola, j'ai fait, comme tu parlais, j'ai pris des chapitres que j'ai mis là, que j'ai remis là, que j'ai changé, tout ça. Mais je ne connaissais pas la fin. Ah bon? Je ne connaissais pas la fin, jusqu'à ce que je l'écrive. C'est l'histoire qui m'a emmenée. Et c'est ça qui est intéressant aussi, des fois, quand on écrit, en fait, c'est qu'on se rend compte que c'est pas forcément l'auteur qui emmène l'histoire, mais des fois, au bout d'un moment, c'est l'histoire qui emmène l'auteur. Et ça, c'est juste génial, moi, je trouve. Et je suis arrivée à la fin de l'ombre de Nola, j'hésitais encore, je ne savais pas. Hein. Et j'écris et je fais ah, ça y est. Une petite larme. Et voilà, alors que Eugène, je savais dès le début comment il allait se terminer. D'accord. Voilà, et j'ai emmené toute mon histoire par rapport aussi à cette fin. Cette fin que tu voulais, oui. Voilà, donc j'ai pas de... Et donc c'est vrai que je fais pas vraiment de plan, en revanche, je fais un synopsis, et après je peux faire des débuts de chapitres pour, pareil, diriger mon fil rouge. Voilà, et après je développe. Moi, comme j'ai expliqué sur Dieu ne m'aime pas, c'était un peu plus simple parce qu'il était issu d'un long métrage, donc j'avais plus ou moins les chapitres un peu à la suite, je savais moi où j'allais, effectivement, même si la fin, j'avais 2 fins possibles et j'ai choisi une autre fin, voilà, qui n'était pas la même que sur le long métrage. Et moi, effectivement, j'écris vraiment au feeling, quoi. C'est-à-dire que j'écris ce qui me passe par la tête, c'est un peu ce que je disais. Pareil, j'ai pas de... Là, pour le deuxième que je suis en train d'écrire, j'écris ce qui me passe par la tête, et puis on verra bien où ça mène. Voilà,
Puis ça dépend aussi quelle heure il est dans la journée, et puis ce qui s'est passé avant, tout ça. D'autres choses aussi. Par exemple, parce que ça m'arrive aussi, quand je vais courir, la seconde me dira, tiens, ça peut être pas mal d'écrire ce truc-là, un petit peu, voilà, et après d'arriver, elle me dira, ça peut peut-être fonctionner, mais c'est vrai que j'écris. Et vous ne choisissez pas le thème? Moi, si, c'est ce que moi, Dieu ne m'aime pas, c'est un peu mes thèmes de prédilection, c'est sur la vengeance et la rédemption, donc mes courts-métrages, c'est aussi un peu là-dessus, donc ça, c'est un peu mon thème. Et même là, mon prochain, c'est que ça reste quand même sur des thèmes un peu noirs, voilà, ça reste... Je pense pas que je serais capable d'écrire, je dis ça, de la romance. Un roman historique, non, je peux, roman historique, non, je pourrais peut-être rajouter une petite touche, mais non, roman historique, ce serait pas trop mon truc. Non, je suis plutôt ancré sur du contemporain, ça se passe à chaque fois entre 2018 et 2020, c'est très actuel à chaque fois, donc ouais, donc. C'est difficile à définir. Mais j'ai déjà du mal moi à me définir moi-même. On adore ça, la maison d'édition, quand après il faut le mettre dans la pyramide éditoriale. C'est ça. Alors c'est pas un polar, c'est pas de la fantaisie, c'est pas de l'historique, non, moi je dis à chaque fois c'est un roman noir, et qui a mis sur une piste. Voilà. Avec plein d'histoires d'amour, c'est ce que je dis, voilà, c'est aussi une histoire d'amour, c'est aussi une histoire d'hommes qui n'ont pas eu leur père et qui sont aussi à la recherche de leur père, le pourquoi, etc. Est-ce que c'est biographique ou pas? Moi, le mien, un tout petit peu, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que moi, je me suis quand même beaucoup inspiré des gens que j'ai rencontrés. Par exemple, Djibril en arabe, ça veut dire Gabriel, donc c'est aussi mon prénom. Michel, c'est le prénom de mon père. Raphaël, c'est quelqu'un que je sais très bien qui s'appelle Raphaël. Et puis en fait, pour une petite anecdote, c'est des archanges en fait. Voilà, c'est Michel, Gabriel, Raphaël, c'est sur les archanges. Donc il y a aussi un truc un peu biblique là-dedans. Et puis aussi le chat qui récupère, Constance. Constance, c'est le nom de la femme de Mozart. Voilà, donc il y a plein de petites choses là-dedans qui font partie un peu de ma vie et puis qui racontent aussi un petit peu leur enfance, leur jeunesse, et je m'inspire effectivement de tout ce que j'ai pu vivre. Je le mets un petit peu là-dedans, mais en toute proportion gardée, c'est-à-dire que je vais pas aussi loin que mes personnages, heureusement. Heureusement. Vous avez des modèles en littérature, tous les deux? Alors, moi, il faut savoir que déjà, je me suis mis très tard à la lecture. Je n'aimais pas lire. Ma maman me poussait, me disait tu devrais lire ça et tout. À l'époque, quand on était gamin, Alice, détective, tout ça, j'avais toute la collection, je ne les ai pas. Je n'aimais pas lire. Et puis, par contre, j'ai bien rattrapé le coup après. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé Edgar Allan Poe, Les histoires extraordinaires. Donc, déjà très très noir, hein, mais voilà, je pense que ça m'a donné déjà un petit peu l'impulsion. Et puis j'ai découvert James Ellroy aussi, voilà, très noir, hein, pareil, j'aime beaucoup. Et puis j'allais vous dire, oui, ce qui m'a donné aussi sur les tueurs en série, qui m'a continué de me diriger vers ça, c'est Caleb Carr, avec L'Aliéniste, j'ai adoré ce bouquin. Et voilà. Moi c'est un peu comme la musique, c'est-à-dire que je suis un peu éclectique, c'est-à-dire que j'écoute, je lis beaucoup, mais moi mon enfant je lisais du Clive Barker, voilà, c'est un auteur anglais qui a écrit beaucoup de livres fantastiques, Hellraiser, Cabal, mais j'ai adoré moi Maupassant, j'adore Maupassant, et un auteur américain qui lui écrit du polar, c'est Don Winslow. Et typiquement pour le style, c'est vrai que Don Winslow c'était un auteur pour lequel il est toujours sur ma table de chevet à me dire, je relis des passages pas pour m'inspirer, mais en tout cas dans le style d'écriture. Voilà, pour moi, dans le style d'écriture, pour le rythme, voilà, exactement, parce que je trouve que c'est extrêmement bien écrit. Mais après, l'anomalie d'Hervé Le Tellier, j'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça génial. Donc moi j'aime bien lire un peu de tout, et puis je lis aussi beaucoup de BD. Voilà, je suis un fan de Batman, et je lis toutes les BD Batman, donc des choses qui n'ont rien à voir. Mais voilà, donc je m'inspire un peu, il y a aussi beaucoup forcément du cinéma. Voilà, c'est vrai que le cinéma, même la musique d'Handel, Barry Lyndon, Kubrick, voilà, donc c'est plein de choses. J'essaie en fait, même dans mon livre, de mélanger pas mal de choses, musique, pop culture un petit peu, parce que ça parle un peu de Brad Pitt, tout ça, Julie Gaillet, et puis la littérature, tout ça. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses là-dedans, même des héros comme Punisher, voilà, des séries. Donc c'est vrai que je m'inspire un peu de tout ça, et j'essaie de faire un petit peu mon mix, et de lâcher un peu tout le truc là-dedans, quoi. Voilà,
Donc moi j'aime bien, il y a plein de trucs que j'aime bien, et par contre il y a plein de trucs que j'aime pas. Voilà. Voilà, Parce donc on que n'en parlera pas. Pour pas être On en méchant parlera avec pas exactement après. Mais en revanche, non, après je suis toujours énervé à me dire, quand je lis un livre, en tout cas, je suis toujours à me dire, ah, quand même, c'est bien écrit quand même. quelques années, on recevra l'auteur qui dira mon inspiration. C'était Gabriel. Peut-être, mais bon, en tout cas, ouais, mais je pense qu'il faut effectivement, moi je suis pas toujours partisan d'ouvrir un peu les horizons le plus loin possible pour dire tiens ça j'aime bien. Par exemple, style, voilà, même sur la biographie, j'ai aussi pas mal de biographies et typiquement c'est des choses que j'écrirais pas, que je pourrais pas écrire là. Donc c'est de dire tiens ça je pourrais l'écrire, ça m'intéresse moins, c'est pas moins mon style, etc., etc. Un peu comme le cinéma, c'est pareil, des films que j'adore et que je serais incapable de réaliser. Voilà. Plus de questions. On va finir cette séance. Merci à vous deux d'être venus. Merci à toi. Merci au public. Merci à Jean Didier qui n'a eu aucun souci avec la vidéo. Merci à Daniel, Dominique et Jackie pour l'organisation et leur soutien. On retrouve Gabriel le 7 avril au Petit Bro pour la soirée officielle de lancement. Voilà. Le lundi d'avant, le 4 avril, nous on a le Théâtre Club ici, au studio Raspail. Et puis le prochain livre club, c'est le 24 juin. Merci à vous tous. Bonne soirée. On retrouve les auteurs pour les dédicaces.